Alors, c'est des conditions un petit peu particulières, parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai un petit retour dans WhatsApp, et pour tout vous dire, j'étais tellement content de venir, en physique, que, donc encore une fois, j'espère que vous m'entendez bien. J'étais tellement content de venir en physique que, bah, j'avais prévu plein d'interactions avec le public et grâce à la tempête, bah, on va pas tellement en avoir, donc voilà. Je refais juste un check. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous m'entendez bien? C'est fou, merci beaucoup. Bon, parce que il y a 2-3 trucs qu'on va faire en interaction, comme ça. Alors, on va bien se marrer. Est-ce que vous connaissez, c'est pareil, je suis désolé, je vais beaucoup faire du à main levée. Est-ce que vous connaissez, Francis Galton? Ceux qui ne le connaissent pas, voilà, je vois des retours, je vois des noms. Alors, on va en parler. Bon, avant de parler de Francis Galton, bah, merci aux sponsors, sans qui l'Agile Tour nantais n'aurait pas lieu. Merci à Alain, qui me prête son son téléphone pour que j'ai un retour et puis, bref, plein d'autres qui ont permis que cet, événement ait lieu. Avant de parler de Francis Galton, ça va être très égocentrique, mais je vais parler un tout petit peu de moi. Hem, Bah, moi, brièvement, ça fait longtemps que je suis dans le domaine de l'agilité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais à l'initiative de coachagile.com, entre autres, de agile.christmas aussi d'ailleurs, il faudra que je m'en occupe cette année pour qu'on ait un Noël agile et puis voilà, je suis un petit peu un touche à tout. Je me décris un peu comme, comme quelqu'un qui bah, voilà, découvre plein de choses, se passionne très vite pour plein de choses, se lasse très vite de plein de choses. Donc je connais plein de trucs, en surface, et quelques sujets en profondeur, on va dire. Mais voilà. Une chose, c'est que malgré le fait d'avoir un bac+6, je suis pas un scientifique. Alors le sujet que je vais vous présenter sur les marchés prédictifs, c'est quelque chose que je connais bien parce que je creuse le sujet depuis maintenant quasiment 6 mois. Mais j'ai pas la prétention d'être un mathématicien, d'être un biologiste ou autre. C'est juste un début de retour d'expérience sur les marchés prédictifs. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce que sont les marchés prédictifs et puis une petite expérimentation que j'ai pu mener, en entreprise là-dessus. Pareil, désolé pour le côté, à main levée, mais à main levée, est-ce que vous connaissez les marchés prédictifs? Ceux qui connaissent, levez la main. D'accord, il y a une personne. Alors on va passer pas mal de temps à expliquer, grosso modo, il y aura 3 parties. C'est qu'est-ce que c'est l'intelligence collective? Bon, ça, vous connaissez tous, mais on va quand même revenir sur ces racines-là. Ensuite, on va parler de ce qu'est un marché prédictif. Il y a quelques notions de maths que je vais essayer de vulgariser le plus possible et la troisième partie, c'est et dans une transformation agile, comment est-ce qu'on peut essayer d'utiliser ça? Encore une fois, pardon, hein, si comme je vous ai dit, j'aurais espéré la faire en physique, faire plein de trucs, vous faire remplir des feuilles. Vous allez voir, j'ai essayé de recombiner des choses avec ce que j'ai fait en physique, à Bordeaux, il y a 2 semaines, 1 semaine même pas, si ma mémoire est bonne. Bref, on essaie de s'adapter et on va voir ce que ça va donner cette conférence. Alors Francis Galton, c'est le monsieur que vous avez à gauche sur l'écran. Hem, Bah, je vais le présenter, je vais le présenter brièvement en disant que lui aussi finalement il est touche à tout, notamment alors inventeur, formalisateur de certaines notions mathématiques comme la corrélation, les régressions linéaires. Il est enfant prodige, alors clairement, hein, pour le coup, j'ai dit qu'il était touche à tout comme moi, mais mais il est nettement meilleur parce que, à 4 ans, il parlait déjà 2 langues. On a des traces de ça, il écrivait des lettres en français à sa sœur alors que ce n'était pas, du tout sa langue natale et cetera. Petite anecdote que j'ai trouvée, grâce, au youtubeur Fulloscopy, dont je me suis en partie inspiré pour la conf. C'est un cousin de Darwin, alors j'ai été checker l'info aussi. D'ailleurs, je le glisse aussi comme ça. Darwin, j'aimais bien, quand j'avais fait toute une conférence sur Darwin, dans le monde de l'agilité, ne serait-ce que, parce que Darwin, vous savez, dit, «Les espèces qui survivent, ce sont pas les plus fortes, c'est pas les plus intelligentes, ce sont celles qui s'adaptent» et ça faisait écho, à des choses que j'avais pu vivre dans l'agilité, hein, l'adaptation plus que le suivi d'un plan. Pour revenir à Galton, il a un sens de la mesure, dans le sens où alors, il est décrit sur sa page, Wikipédia, vous pourriez trouver, je sais pas, 5 métiers différents, anthropologue, mathématicien, cartographe, explorateur et cetera et il aime bien tout mesurer. Il a mesuré la vitesse de marche d'une personne, la vitesse de marche d'une foule. On commence à voir des embryons d'ailleurs de mécanique des fluides dans ses écrits. Il a mesuré la beauté des femmes, je vous laisserai aller voir, hein, c'est ce qu'il a pu mesurer. Les empreintes digitales, il a mesuré l'intelligence d'une personne, d'un individu. On voit poindre, du coup, dans les années 1850, de sa part des semblants de tests de QI. Alors, encore une fois, maintenant
les tests de QI ne sont bien sûr pas suffisants, mais lui commençait à fabriquer des choses pour mesurer l'intelligence d'un individu et il a, voulu, mesurer l'intelligence d'une foule. Vous connaissez peut-être cette expérience? Est-ce que tiens, Gwendal, je te vois, tu es le seul donc tu connais le prénom. Est-ce que tu connais, tu sais pourquoi j'ai mis un bœuf sur une espèce de balance là-dessus? Alors je t'entendrai pas, mais tu peux me dire oui ou non. Mais sinon je vais le dire je vais le dire parce que j'ai pas de retour son. Mais donc quand l'expérience qu'il a menée, alors je vais être très approximatif, mais on va dire c'est, dans la deuxième, enfin, allez 1860, mais c'est très approximatif. La date, je l'avais précisément, je l'ai plus en tête là. C'est il a voulu, peser un bœuf. Mettons que le bœuf pesait, 545 kilos. Il a été dans une foire et il a demandé à tous les passants, quel était le poids de ce bœuf. Et on a eu des réponses, complètement délirantes de la part des participants. Ils n'étaient pas souvent dans le juste. Si le bœuf, le vrai poids était de 545 kilos, certains disaient 600, d'autres 1000, d'autres 200, d'autres 300, et cetera. Mais le truc qui était intéressant, c'est qu'il s'est rendu compte que la médiane, alors on fera la petite différence entre la médiane et la moyenne. Moi, je prendrai la moyenne dans mes explications, mais la médiane touchait, très juste. Je crois que la médiane était à, 546 ou 547 kilos, bref, à 1 livre du véritable poids du bœuf. Et Galton, il s'est dit: «OK, c'est drôle qu'un groupe, bah, finalement, touche juste à tuer». Donc il a reproduit cette expérience, avec, d'autres foires et puis il a essayé d'estimer d'autres choses, des longueurs, des distances, des tailles et cetera et systématiquement, le groupe, touchait plus juste que l'individu seul. Alors, une chose, si j'étais venu en physique à la Gilles Tour nantais, j'aurais essayé de distribuer le matin à la pause café, des petits questionnaires pour vous faire estimer des choses. Alors là, ne m'en voulez pas, je réutilise de la data que j'avais pu collecter, quand j'ai fait cette conférence, bah, du coup en physique à la Gilles Tour Bordeaux, il y a 1 semaine. À la Gilles Tour Bordeaux, je m'étais baladé, avec, un petit questionnaire physique encore une fois, avec certaines questions pour pas qu'on voit venir le truc trop facilement, de culture générale et une question sur d'estimation qui était une question très contextualisée, c'était la longueur du pont, Chaban-Delmas et donc j'avais posé en amont de la conférence cette question à certaines personnes et je vais amener la notion ici, du coup de précision. Le pont Chaban-Delmas, il mesure exactement 575 mètres. On va revenir sur la notion de précision parce que c'est un truc important. Et alors vous me pardonnez, le bouton de partage le masque, mais je crois que j'ai mis 400 ou 400 mètres, bah, c'est juste une règle de 3. Ça fait que ma précision est de 69. J'ai fait j'ai une marge d'erreur de du coup, 31. Ça, c'est la précision. Quand j'ai posé la question à la foule, donc là vous avez, les réponses des participants à la Gilles Tour Bordeaux. Grosso modo, c'était par tranche de 50 mètres, qu'est-ce que vous pensez, et cetera. La bonne réponse, qui est de 575 mètres, est entourée ici et bah, voilà, on voit la répartition sur cet histogramme. Bon, ça touche à peu près juste, mais on peut tirer, 2 datas qui sont intéressantes. La première, c'est la précision, individuelle. Alors la précision individuelle, comment ça se mesure? C'est simple, hein, c'est on fait la moyenne de toutes les précisions. Donc s'il y en a un qui dit, je sais pas, qui a une précision de 69, quelques slides au-dessus, l'autre de 80, et cetera, bah, on fait la moyenne de tous ces pourcentages et ça nous donne la précision individuelle. Donc la précision individuelle des participants à la Gilles Tour Bordeaux sur l'estimation de la taille du pont Chaban-Delmas, c'était, 75. La deuxième statistique qu'on peut tirer, qui est intéressante, c'est, la précision qu'on appelle collective. Alors la précision collective, c'est un petit peu un mécanisme différent et j'ai pas le temps de tout à fait rentrer dans les détails, mais je vous invite à creuser ça si ça vous intéresse, parce que nous, on va parler après des marchés, prédictifs. C'est, grosso modo, on fait la moyenne des distances des estimations, et donc là, encore une fois, les gens me disaient, je sais pas, 320 mètres, 1 kilomètre, 2, enfin bref, des trucs comme ça. On fait cette moyenne-là, donc la moyenne était de 484 mètres et sur cette moyenne, on applique la précision et donc la précision, en l'occurrence, était de 84. Donc ça, je serais venu à la Gilles Tour nantais en physique, je vous aurais distribué ce formulaire. On aurait pu, aussi, avoir, enfin, c'est quasiment systématique, on a toujours une précision collective qui est meilleure que la précision individuelle. Ce phénomène-là, il est intéressant. Pourquoi il est intéressant? C'est parce que ça marche pour les estimations, ça marche pour les choses présentes
Et la question qu'on se pose alors attendez, je vais juste décrire comment ça marche d'ailleurs, avant de parler de la question, sur la suite. Comment ça marche? Bah, imaginez alors ça, c'est complètement emprunté à Fulloscopy, hein, je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo. Imaginez un jeu de fléchettes. Alors il y a plein de biais qu'il faut éviter, on va en parler, mais finalement un jeu de fléchettes, quelqu'un joue aux fléchettes, moi je joue, je suis pas du tout habitué, que je sois, dans un bar ivre ou pas, je tire ma fléchette, mettons que je la mette à cet endroit-là, c'est ma précision individuelle. Elle est pas top, j'ai touché la cible, mais c'est pas top. La précision collective, si on a des tirages qui ne sont pas biaisés, en fait, la position moyenne, bah, c'est celle que vous observez en jaune là. Il y a des participants qui vont se tromper plus à droite, les participants plus à gauche, certains plus en haut, d'autres plus en bas. Et alors, je l'ai volontairement mis là, mais généralement, si on fait la moyenne ou la médiane des précisions individuelles, la précision collective, elle touche plus au centre. Euh, du coup, j'avais des questions à poser si j'avais été en physique, mais j'espère que vous percevez un petit peu ça. Et maintenant, du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce mécanisme-là, qui marche bien pour des choses justement à estimer, des choses présentes, est-ce que ça s'applique aussi pour le futur? Par exemple, si je vous pose la question, est-ce que Novak Djokovic va gagner Roland-Garros 2024? Est-ce que la foule peut prédire l'avenir? Et finalement, prédire l'avenir, il y a déjà beaucoup de personnes qui essayent de prédire l'avenir. Ne serait-ce que, ça vous le savez peut-être, mais l'intelligence artificielle, heu, bah, finalement, les statistiques, le cumul de données permet, sous certaines conditions, de prédire certaines choses. Vous le savez peut-être, mais le jeu FIFA de football, qui collecte plein de données, sur les joueurs, sur les équipes et cetera, avait, prédit, juste sur les vainqueurs des coupes du monde de football 2010, 2014, 2018 et du coup 2022 qui a été joué relativement récemment. FIFA a deviné à chaque fois le gagnant. Je trouvais ça perturbant sur ce côté, l'intelligence artificielle, bah, finalement prédit le futur. Mais la question qu'on se pose là, c'est est-ce que l'intelligence, alors qu'on appelle super collective, parce qu'il y a finalement, il y a encore plus de monde qui joue à ça, je vous présenterai tout ça, mais est-ce que ça permet de prédire l'avenir? Ce qui m'avait beaucoup déstabilisé quand j'avais commencé à gratter le sujet il y a 5 ou 6 mois, c'est qu'il y a des, sociétés, il y a des organismes, certaines marques que vous connaissez, hein, qui sont prêtes à dépenser des centaines de milliers, voire des centaines de millions d'euros pour essayer de prédire l'avenir et voire même bref, des gouvernements ou autres. Alors, je vous montrerai, hein, certaines plateformes, je vous donnerai des liens, sur certaines plateformes qui existent en fait, mais ce que je trouve fou, c'est que je veux juste aussi le dire et bien sûr on va revenir dans le détail là-dessus, hein, c'est que les marchés collectifs, que je n'ai pas encore présentés, mais que je vais présenter là, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 25 ans. On voit des premières expérimentations des marchés collectifs, que je vais décrire, qui datent juste avant les années 2000. Et on verra aussi que, bah, finalement, les marchés collectifs touchent très souvent juste quand il s'agit de prédire l'avenir. Et je trouve fou que ce mécanisme soit peu connu. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question, vous avez été 2 ou 3 à lever la main, alors que c'est quelque chose qui est assez puissant. Donc ça, c'est pas moi qui ai inventé ces données-là. Ce que vous avez sous les yeux, que je vais décrire, c'est des questions où derrière, il y a des boîtes parfois privées, parfois publiques, qui payent très cher pour essayer de voir ce que des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes peuvent penser du futur, parce que finalement, souvent, les réponses qui s'en dégagent sont celles qui vont vraiment se prédire. Et c'est déstabilisant finalement. Alors, celle que vous avez sous les yeux, bon, j'ai mis des trucs un peu dérangeants exprès, mais c'est des vraies questions qui ont été posées sur Poutine, toujours à la tête de la Russie en 2023. Plus soft, quelle ville sera choisie pour l'exposition universelle en 2030? Et donc vous avez certains résultats sous les yeux. Et puis je l'ai mis ici sur le Bitcoin. À savoir, ça je le dis aussi, certains d'entre vous me connaissent, d'autres non. Je n'aime pas moi les marchés boursiers. Je m'y suis intéressé parce qu'on va voir que les marchés prédictifs s'inspirent beaucoup des marchés boursiers. Je suis nul en bourse, j'ai des convictions plutôt à gauche, ne serait-ce que pour l'écologie, et cetera. Néanmoins, quand je me suis intéressé à ce sujet-là, j'ai, pour la première fois de ma vie, fait quelques investissements en bourse, heu, qui qui m qui ont toujours fonctionné depuis le début de l'année, et donc bref, je voulais juste amener ça sur le truc, c'est que dans la pratique, c'est encore plus déstabilisant parce qu'il y a des choses qui marchent. Avant de décrire qu'est-ce que c'est qu'un marché prédictif, et donc là, je vais prendre mon téléphone parce que j'ai le retour caméra.
Je vais vous poser 5 questions, et je vous enverrai sur les réseaux sociaux ou autres, bah, vos réponses et puis on les gardera en tête et j'essaierai, heu, pourquoi pas de pinguer la Gile tournante, lorsqu'il y aura eu les jeux olympiques d'été 2024 à Paris pour voir si vous avez touché juste. Je vais vous poser 5 questions. On va essayer de deviner l'avenir ensemble et puis, bah, voilà, si dans 1 an, vous rappelez de cette conf et que les faits se sont vraiment avérés, vous vous direz: «Ça marche vraiment les marchés prédictifs» et bref, on verra ça. La première question que je vous pose, avant encore une fois de vous décrire comment ça fonctionne les marchés prédictifs, c'est, est-ce que vous pensez que la France remportera plus de 30 médailles d'or lors des prochains jeux olympiques d'été de 2024 à Paris? Ceux qui pensent que oui, je vous invite à lever la main. J'en vois 2. Ceux qui pensent que non, je vous invite à lever la main, ça me permettra de voir. Ça marche. Alors oui, j'ai vu quelques-uns qui regardaient la tête, qui tournaient la tête pour voir s'il y avait certains qui avaient voté ou autre. On inclurait un biais, j'en ai pas parlé sur la cible, mais quand on s'influence les uns les autres, ça peut bien sûr, biaiser et du coup fausser l'exercice des marchés prédictifs. La deuxième chose, est-ce que la 6 donc c'est plutôt le non qui l'a emporté, hein, sur la première question. Est-ce que la 6G, la prochaine génération de technologie mobile, sera officiellement lancée et disponible pour le grand public d'ici fin 2024? Pareil, est-ce que vous pensez que oui? Est-ce que vous pensez que non? Il y a eu 3-4 mains levées. Plutôt un non aussi. Pour l'instant, vous êtes raccord avec, avec les bordelais. Sur le cinéma, un film français remportera-t-il l'Oscar du meilleur film international lors de la cérémonie des Oscars en 2024? Pour le oui? Pour le non? On sait jamais, hein. Ça a l'air facile, mais on sait pas. Plus dur, la concentration mondiale de dioxyde de carbone dans l'atmosphère dépassera-t-elle alors 420 ppm, je vous inviterai à regarder ça, mais c'est pas grave si vous savez pas de quoi ça parle, vous allez voir, on va en parler. Les marchés prédictifs tiennent compte de ça. D'ici la fin 2024. Plutôt oui et plutôt non et même si vous savez pas ce que c'est des ppm, c'est pas grave. Ah là, c'est plutôt oui, j'ai l'impression, à vue de nez. Et enfin, sur l'économie, ça me sert vu que maintenant j'ai des bitcoins. C'est non. Les bitcoins dépassera-t-il la valeur de 100 000 dollars? Actuellement, il est à 35 000 d'ici la fin 2024. Plutôt oui, plutôt non, ça marche. Alors j'ai tout noté, j'ai noté vos réponses collectives et j'essaierai de pinguer l'agile tournante, si c'est fait, quand on arrivera à la date d'échéance, des faits. Et maintenant, on va parler du mécanisme des marchés prédictifs. Alors ce qu'on avait décrit jusqu'à présent, pour le poids du bœuf et cetera, bah, vous l'avez ici, grosso modo, on fait la moyenne des estimations, et puis, on obtient quelque chose. Bon, ce quelque chose, déjà, Francis Galton, il y a, 200 ans maintenant, disait que c'est plus juste qu'une personne à qui on demande de deviner le futur. Et il a raison, hein, ça s'est avéré, un groupe de personnes touche plus juste, c'est pour ça qu'on fait des sondages, mais on verra que les marchés prédictifs sont plus fiables que les sondages. Donc bah, voilà, un groupe de personnes souvent devine plus l'avenir qu'un individu seul, même un expert dans son coin. Mais maintenant, c'est pas forcément suffisant. Nous, j'allais dire dans le jeu, les marchés prédictifs, on veut deviner, quelque chose, on veut être le plus près de la réalité possible. Comment ça se passe? Une prévision, alors je reprends, est-ce que Novak Djokovic va gagner, le Roland-Garros en 2024? Il faut imaginer qu'une prévision, donc là je vous l'ai donnée, est composée d'actions. Si la prévision, elle se vérifie, les actions, à la date d'échéance, quand ça se vérifie, on sait que c'est avéré, elles valent 100. Si la prévision, elle s'avère fausse, donc que Novak Djokovic ne gagne pas Roland-Garros, les actions, elles passent à 0, d'accord? Et comme on a sur un marché boursier, dans un marché prédictif, on a des participants, on a des traders qui, s'échangent, s'achètent, se vendent des actions. La chose que vous voyez sans doute, c'est qu'en fait, c'est lié à une probabilité. Quand c'est avéré, ça vaut 100, c'est-à-dire qu'il y a eu 100 de chance, enfin c'est avéré, 100 de chance. Quand c'est raté, la prévision, bah, c'est à 0, elle ne s'est pas avérée. Et maintenant, si une action, s'échange par exemple à 0,8, à 80, on va dire des Agile Agile Tour Coin, on pourrait faire. Si 0,8, ça veut dire pour la foule, pour le marché prédictif, cette prévision-là a 80 de chance, 80 de chance de probabilité d'être réalisée. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez un petit peu, là.
Par rapport à un sondage qui est un petit peu binaire, oui, non, dans le temps, alors on pourrait multiplier les sondages, hein, d'ailleurs on a des courbes d'intention de vote et cetera. Mais un marché prédictif, encore une fois, c'est des gens qui, avec de l'argent fictif ou avec de l'argent réel, bah, encore une fois, s'achètent ou se vendent des actions de prévision et donc on a un cours de l'action. Là, si j'ai, Pierre Dupont gagnera la prochaine élection présidentielle, par exemple, et que Pierre Dupont était vraiment quelqu'un et que vous aviez tous des pièces virtuelles ou du vrai argent, ça influe peu d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure, que ce soit de l'argent fictif ou de l'argent réel. Et ben, grosso modo, on peut voir le prix de l'action. Et là, au moment T, bah, le prix de l'action est à 80. Ça veut dire que le groupe, les traders, pensent qu'il y a 80% de chances que Pierre Dupont gagne les prochaines élections. Et ce cours-là, il va varier, encore une fois, jusqu'à ce qu'on arrive bah, le jour J, le jour de l'élection. Et si Pierre Dupont gagne l'élection, bah, les actions passent de 80 à 100, valent 100. Et puis à l'inverse, si jamais il n'est pas élu, les actions valent 0. Pourquoi est-ce que ce mécanisme-là de marché boursier, ça marche? C'est intéressant de se poser la question. Principalement, il y a 2 grandes raisons que je vais décrire brièvement. La première, alors c'est celle que vous avez, c'est le côté diversité d'opinion. Bah, c'est un peu comme sur un sondage, ça c'est en gros, comme on l'a dit, hein, plus on est nombreux, plus on a de chances de toucher juste. Donc là, c'est vraiment comme sur un sondage. L'autre chose qu'on dit et dont on tient compte aussi dans les sondages, c'est bah, finalement plus on a une diversité d'opinions large, c'est-à-dire on veut le plus de mixité possible, hommes, femmes, et d'ailleurs je ne m'arrête pas là, je pourrais dire transgenre, etc. Multiplicité culturelle, etc. Encore une fois, ça c'est des choses que vous connaissez, je suppose bien. Bah, ça va, plus on a une diversité d'opinions qui est grande, plus on va toucher juste. Bon, la première chose, je l'ai pas dit, c'est le côté plus l'erreur individuelle est réduite. Mais ça, je vais en parler dans un slide. Fondamentalement, plus bien sûr, plus les gens sont pertinents dans ce qu'ils vont essayer de prédire, dans le domaine de la prévision, plus l'erreur individuelle est petite, plus la précision collective, bah, du coup, sera bonne. Et ça, c'est intéressant parce que justement, c'est lié au deuxième point, le côté profit-perte. Alors, on peut en dénigrer ce côté-là, mais en fait, c'est un levier assez puissant. Dans le sens où, sur un marché prédictif, souvent, on joue avec de l'argent réel. Sur la plateforme que je ne veux pas en faire la promotion, donc je vous donnerai le nom. Je n'ai pas mis de screenshot de ça. Mais les gens jouent avec de l'argent réel. Si jamais vous êtes expert dans un sujet, mettons que je sois, ce qui n'est pas le cas, que je sois coach sportif, que j'entraîne des tennisman, etc., j'ai sans doute plus de pertinence à dire si Novak Djokovic va gagner Roland Garros 2024 que, je sais pas moi, que moi, que Romain Berossidro, le vrai moi, qui va avoir des discussions un peu de comptoir avec mes collègues sur Roland Garros, quoi. Et le truc, c'est que dans un marché prédictif, dans lequel on joue avec des vrais sous, bah, finalement, si on n'y connaît rien, on n'a pas envie de perdre ses sous, donc on ne s'engage pas dans le marché. Et par contre, ceux qui s'y connaissent ou qui pensent s'y connaître vont plus y aller. Donc ça, c'est déjà un peu différent du sondage, dans le sens où, dans le sondage, on a vraiment la diversité d'opinions, mais on va demander à des gens qui se sentent bons, pas bons, etc. Enfin, ils le savent pas, on demande à tout le monde, quoi, au tout venant. Alors que dans un marché prédictif, ceux qui y vont, généralement, pensent qu'ils sont pertinents, beaucoup plus que dans un sondage. Et en l'occurrence, du coup, comme je le disais, c'était lié au slide précédent, les gens qui y vont ont une erreur individuelle dans un domaine où ils sont forts, qui est du coup plus faible que le tout venant. Le tout venant n'est pas péjoratif, hein, je veux dire les gens qui passent comme ça. Et l'autre chose, c'est que pour tirer, ça vous le connaissez si certains d'entre vous des fois jouent en bourse, mais pour faire du profit, entre guillemets, on n'a pas réellement intérêt à aller dans le sens des autres. Sinon, les profits sont minimes. Et donc, le truc aussi, c'est que justement, on va essayer de casser cette conformité. Enfin, c'est les gens, hein, c'est la nature humaine qui, pour maximiser son profit, on va essayer vraiment d'aller à l'encontre du consensus. Et du coup, bah, ça va encore, entre guillemets, enrichir cette dynamique de marché prédictif. Je vous ai dit que ça marchait plutôt bien. Je vais vous montrer dans le prochain slide des petits retours d'expérience d'une expérimentation faite en Nouvelle-Zélande et puis de Google qui le fait en interne. Mais avant ça, il faut que j'introduise la notion de calibration.
La notion de calibration, c'est ce que vous avez en bas. Alors je serai dans la salle avec vous en physique, je vous dessinerai des choses et cetera. Là, je ne vais pas du tout le faire. Du coup, je vais essayer de le résumer le plus facilement possible. La calibration, qu'est-ce que c'est? C'est si jamais on considère, toutes les prévisions qu'on a faites sur, par exemple, sur plein de prévisions et que, attendez, du coup, comme je peux pas dessiner, je perds mes mots. Qu'on a un ensemble de prévisions qui sont à 0,30%. Sur plein de prévisions, on estime que, bah, tiens, il y a 0,30% de chances que ça se produise. Si jamais ces prévisions, de manière réelle, quand elles sont avérées, en fait, elles s'avèrent tout le temps, elles sont à 100% par exemple, bah, on dit qu'on est très mal calibré. Le marché prédictif pense qu'il va toucher juste, pense que ça va s'avérer, dans, 1/3 des cas et en fait, ça arrive tout le temps. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas bon en termes de marché prédictif. Donc ce qu'on veut dire là-dessus, c'est que sur l'ensemble des prévisions, quand le marché prédictif dit que, un phénomène va arriver à 30% de chances d'être avéré, bah, dans le réel, il faut que ça soit réellement le cas. C'est pour ça, en fait, vous pouvez voir cette droite-là avec, prévision, réalisation. Quand on est sur la droite, c'est qu'on est bon. Si jamais le marché prédictif dit: «Ah, il y a 100% de chances que ça soit avéré, que ça marche» et que, bah, je sais pas, c'est raté, du coup, il a faux. Par contre, s'il dit: «Oui, il y a 100% de chances que ça soit avéré» et que le fait est avéré, si par exemple le marché prédictif dit: «100% de chances que Novak Djokovic, il gagne le prochain Roland-Garros» et que Novak Djokovic gagne le prochain Roland-Garros, on aura un point, du coup, tout en haut à droite, sur la droite et du coup, ça sera bon. À distance, c'est difficile de l'expliquer, mais vous l'avez cette notion de calibration à main levée, c'est à peu près OK? Je vous entendrai pas, mais bon, j'ai quand même quelques mains levées. Sinon, encore une fois, on pourra peut-être échanger sur Rimo. Ah bah non, tu as fait tomber ton téléphone. Je vois plus du coup la foule. Et du coup, je disais voilà, retenez juste que plus on est sur la droite, plus on est juste. Donc je vous ai plus en retour parce que le téléphone a glissé. Mais je voulais vous montrer, bah, finalement 2 résultats. Le premier, c'est du coup une expérimentation sur, 230, événements qui ont eu lieu, politiques, économiques. Bah, vous l'avez j'ai enrichi le slide, si j'avais été en physique, j'aurais enlevé des choses. Et alors 300 000 prévisions, bah, faut comprendre que c'est 300 000 personnes qui se sont achetées des actions, hein. Mais sur, 231 événements politiques, sociétaux et cetera, en Nouvelle-Zélande. Et bah, vous pouvez le voir, c'est que le marché prédictif, est quand même, très proche, de cette calibration parfaite. Et du coup, ça veut dire que le marché prédictif touche très souvent juste dans cette expérimentation qui a été menée, en 2000 enfin depuis le Covid, en Nouvelle-Zélande. Chez Google, alors là, et pardon, je l'ai pas dit, mais c'est joué avec à gauche, c'est joué avec de l'argent réel. Les Nouveaux-Zélandais arrivent avec leur dollar et puis ils jouent avec de l'argent réel. À droite, et c'est inspiré de ça que moi j'ai mené une expérimentation dont je vais vous parler bientôt. C'est pardon, c'est une expérimentation qui a été menée chez Google avec 1500 employés sur 150 événements. Et alors les événements, c'est des trucs, voilà, on va lancer un nombre de produits, on va faire un lancement de produits, pardon. Mais c'est aussi, bah voilà, est-ce que vous pensez que quand on va sortir ce service-là et qu'on va le mettre au grand public à disposition, est-ce qu'on aura plus de 1000 retours de bugs, ce genre de choses. Et aussi, on voit qu'on est assez juste, un peu moins juste qu'à gauche, mais on est quand même assez juste. Je vais revenir là-dessus sur l'exemple du nombre de bugs parce que je l'ai vécu dans la vraie vie et, et on parlera d'autoprophétie réalisatrice ou ce genre de choses. Hop, pardon. Euh, Tout à l'heure, du coup, je vous disais, ça c'est plutôt donc ces datas-là, ce slide-là n'est pas du tout de moi, mais c'est pour illustrer le propos. Alors, encore une fois, sur Internet, vous avez des centaines de données là-dessus et elles se corroborent toutes. C'est que tout à l'heure, on disait que le groupe touche plus juste que l'individu. C'est ce que vous avez à gauche. Bah oui, du coup, le groupe est plutôt bien calibré. Bah, on le voit, on n'est pas tout à fait sur la droite de calibration, mais c'est plutôt pas mal. Mais un marché prédictif, c'est ce que vous avez à droite, est souvent, est souvent très juste, très vrai, très bien calibré. Ça veut dire que le marché prédictif se trompe peu, entre guillemets. Et maintenant, alors c'est une question, je ne sais pas tout à fait comment je vais le gérer à distance, parce que j'aurais voulu, maintenant que vous avez, vous, je vous pose quand même la question et on va voir si on arrive à se débrouiller, si Alain arrive à passer le micro ou autre, et sinon, c'est pas grave. Mais j'allais dire, maintenant, j'espère que j'ai réussi à vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était que comment les mécanismes derrière l'intelligence collective.
un petit peu vu. Les mécanismes des marchés prédictifs, qui sont ni plus ni moins finalement que des marchés boursiers appliqués à prévoir le futur, donc les mêmes mécanismes qu'un marché boursier. Imaginons que vous ayez une plateforme dans votre entreprise, là où vous travaillez, sur laquelle, finalement, vous, tous les collaborateurs de l'entreprise peuvent proposer des prévisions, et qu'il y a un espèce d'argent, pourquoi pas fictif, hein, qu'on vous donne tous les mois, qui vous permettent de trader sur des prévisions en achetant des actions, comme on l'a vu il y a quelques slides. J'aimerais bien que je laisse une minute sans être en présentiel avec vous, ça sera dur parce que j'ai peu de retour, mais comment est-ce que vous utiliseriez cet outil? Je vous laisse quand même, pour est-ce que vous utiliserez cet outil pour prévoir le futur et quelles questions vous poseriez, à votre entreprise et cetera? Comme je ne pourrais pas avoir cette interaction avec vous, vous passez le micro dans la salle et cetera, je vous laisse quand même une petite minute, allez 30 secondes de réflexion personnelle en silence pour que vous essayiez d'imaginer ça et puis après je vous ferai un retour d'expérience et du coup on perdra quelques minutes d'échange que j'aurais aimé avoir avec vous sur le sujet, et tant pis, c'est la faute à la tempête. Du coup, si vous aviez encore une fois cette plateforme, comment est-ce que vous l'utiliseriez, vous? En fait, j'aime bien vous poser la question parce que ça me donne des idées pour l'utiliser moi. Allez, je vais prendre la main parce que c'est trop dur pour moi de vous voir sans pouvoir interagir avec vous à distance. Du coup, je vous donne quelques petites choses, il y a quelques slides pour vous montrer, les expériences que moi j'ai pu mener. Donc là, c'est dans une transformation agile, heu, qu'est-ce que ça peut permettre? Par exemple, l'évaluation des tendances. Je sais pas moi, est-ce que vous pensez que notre organisation et donc imaginons que j'ai une plateforme alors dans la vérité, je travaille, enfin j'ai travaillé jusqu'à il y a pas très longtemps pour une société dans le domaine du médical, je ne vais pas trop rentrer, dans les détails pour des problématiques de confidentialité, qui a une plateforme de marché prédictif. Cette plateforme est ouverte, comme je vous l'ai décrit là, à tous les collaborateurs, même les prestataires, heu je vais l'écrire dans un slide, mais grosso modo, il y a un système où les gens ont de l'argent fictif de cette entreprise, qui leur permet de s'échanger, de s'acheter et se vendre des actions et au bout d'un moment, ils peuvent échanger ces actions quand ils ont gagné beaucoup d'argent, ils peuvent l'échanger contre, pourquoi pas des jours de congés supplémentaires, pourquoi pas, des places de cinéma, ce genre de choses. Hem Et du coup, encore une fois, tout le monde peut proposer des prédictions. Ça peut être sur tous les domaines, ça peut concerner l'entreprise ou des trucs complètement autres, hein, comme je vous ai dit, Novak Djokovic ou ce genre de choses. Hem Et du coup, il y a j'allais dire, il y a nous, en tant que coach agile qui accompagnons la boîte, en tant que leader du changement, on peut poser des questions sur laquelle des personnes vont venir répondre. Juste pour, plus de contexte, cette société, c'est à peu près 800 personnes, donc c'est plutôt un petit groupe, on va dire, mais c'est quand même 800 personnes. Et donc 800 personnes qui encore une fois, ont de l'argent réel pour s'acheter des actions sur cette plateforme où, je sais que je me répète, mais chacun peut proposer des prédictions et chacun peut acheter et vendre des actions. Et donc par exemple, les questions, voilà, est-ce que vous pensez que, je sais pas, on va restructurer l'organisation suivant Team Topologies d'ici, la mi-2024? On peut poser des questions comme ça. Est-ce que vous pensez que, FAST qui est un framework, agile, peut-être que vous connaissez, va, être prépondérant ou va dépasser Scrum dans l'utilisation d'ici fin 2025? J'en sais rien, des choses comme ça. Le côté prédiction des besoins aussi, ça c'est ce que fait beaucoup Google. Est-ce que vous pensez qu'on aura plus de 1000 utilisateurs qui vont venir, sur notre service? Plus de 1000, c'est pas beaucoup, mais nous on est dans le domaine du médical sur un truc très précis. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir, je sais pas moi, tout à l'heure j'ai parlé du nombre de bugs. On va lancer ce service-là, est-ce que vous pensez que ce service va avoir, plus de 1000 bugs quand il sera mis à disposition du grand public? Et comme je vous l'ai montré, je vous rafficher le slide, pardon pour le truc. On suit, justement le cours des actions. Si parle du nombre de bugs, parce que ça c'est un truc qu'on a vraiment, vécu sur un service qu'on a lancé. Alors nous on est encore une fois, c'était une boîte dans le domaine du médical, donc touchy dans le sens où, heu, l'application qui est faite,
grosso modo, c'est les hôpitaux. J'essaie de garder la confidentialité sur certaines choses. C'est les hôpitaux qui l'utilisent. Donc il y a des dossiers sensibles des patients et c'est aussi les médicaments qu'ils doivent prendre. Donc les vies sont pas vraiment en jeu, mais quand même. Et donc si on dit, voilà, est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de 1000 bugs quand on va mettre ce truc-là en service? Si on suit le cours des actions avec les développeurs qui eux-mêmes participent à l'élaboration de ce service, avec pourquoi pas les product managers qui ont prévu cette fonctionnalité, etc. Si on voit que ça va vers le oui, on se dit, c'est bizarre. Alors je dis pas que ça va être le futur et qu'il y aura 1000 bugs, mais c'est déjà, on voit un outil qui permet d'anticiper certaines choses, de dire c'est bizarre que les gens qui construisent ça soient eux-mêmes pas confiants. Mais on va voir que ça va un peu plus loin que le vote de confiance. Pardon, hop, d'avoir joué là-dessus. Google l'utilise, encore une fois, sur la prédiction des besoins des utilisateurs. Est-ce que vous pensez que, je sais pas moi, tel produit, pourquoi pas la réalité augmentée, sera rentré dans les mœurs en 2025? Si oui, avec quel produit, etc., etc. Attendez, je regarde juste. Ça marche. Je regardais l'heure pour voir si j'étais pas trop en avance ou en retard. Euh, Allez, je vous donne un cas concret. La question là, c'était, on a beaucoup travaillé sur le lead time. Certains d'entre vous qui me connaissent peut-être, j'aime beaucoup Accelerate, l'étude Accelerate, et vous le savez sans doute si vous connaissez cette étude, mais on dit souvent que la performance d'une entreprise qui est dans le numérique, qui fait du logiciel, est liée à 4 indicateurs qui sont son lead time, la fréquence de déploiement, le change failure rate et le MTTR. Bon bref, ça on s'en fiche. Et nous, euh, on se disait, voilà, on avait un lead time qui est pas satisfaisant. Donc, lead time, c'est le temps moyen qu'il se passe entre le moment où une équipe commence à travailler sur une fonctionnalité et le moment où elle est disponible en production. Et on a un lead time, on avait en février un lead time qui était de l'ordre de 2 mois, 60 jours. Ce qui n'était pas pour nous satisfaisant, alors sans qu'on soit dans le e-commerce où on veut pousser des fonctionnalités tous les jours, mais on voulait beaucoup le réduire. Et la question qu'on a posée donc début 2023 aux collaborateurs de cette société, c'était est-ce que vous pensez que d'ici fin 2023, on aura un lead time qui sera de moins de 3 jours? Donc grosso modo, passer de 60 à moins de 3. Quelques mécanismes. Alors comme je vous l'ai dit, il y a un refill, parce que donc là on va parler d'une prédiction en particulier, mais il faut imaginer encore une fois que chez cette entreprise, il y a cette plateforme, tout le monde peut proposer des prédictions, et donc des gens gagnent alors je vais marquer Agile Coin, c'est pas le nom qu'ils ont donné, mais gagnent des sous, fictifs, hein, encore une fois, mais certains perdent tout. Alors pour que l'ensemble des collaborateurs puissent continuer à jouer, surtout que des fois ces pièces sortent du système parce qu'on les échange contre des biens ou des services, des places de cinéma ou autres, entre guillemets, chaque collaborateur retrouve 100 pièces par mois et par personne. Tout le monde participe, et aussi, juste, je vais dire une chose, on fait exprès de ne pas s'attarder sur l'attractivité des prédictions. Il y a certaines prédictions qui vont pas plaire au groupe, et donc il y a 2 personnes qui vont miser dessus. Et donc ça, vous l'avez, la loi de la diversité dont on parlait tout à l'heure, le groupe n'est pas suffisamment diversifié, il n'y a pas assez de monde pour que ce soit fiable. Par contre, il y a des prédictions sur lesquelles il va y avoir des fois quasiment l'ensemble des collaborateurs, 500, 600 personnes qui se tradent des actions. Et donc là, en l'occurrence, on était plus dans ce cas-là. Et vous voyez, donc en février, on dit, est-ce que vous pensez que on va réussir à diviser notre lead time quasiment par 20, hein, de 60 jours à 3 jours? Et les actions s'échangent. Et on peut suivre au travers du temps le cours des actions. Ce qui est intéressant, c'est que nous, comme on accompagnait cette société, en tant que coach agile, et en plus, là, moi j'avais la casquette DevOps là-bas, on met des trucs en place, des trucs techniques, hein, une chaîne de CI/CD, pour fluidifier la livraison en production, bref, toute une stratégie de test qui n'avait pas été pensée, qu'on a pensé, etc. Donc on mène des actions. Les pics qu'on voit, c'est genre on a défini la stratégie de test, boum, le prix des actions, il est passé de 10 coins à 40, etc. Puis bref, on suit le cours. Euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que on voit la tendance et on se dit, bah ouais, on va y arriver, ou pas. Et donc là, c'est le ou pas que je voulais afficher. C'est, on peut aussi avoir l'effet où, et donc là, en l'occurrence, c'est d'ici fin 2023, d'ici vraiment Noël, quoi, décembre. Et puis là, on a eu un truc justement un outil qui s'est complètement cassé la gueule. On est en train de changer d'outil. Et donc en septembre, vous voyez que ça dégringole. Et donc, encore une fois, un marché prédictif donne une tendance. Et là, on se dit, on va sans doute pas y arriver. Mais le groupe le devine, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ou en tout cas, on peut se poser des questions. Je trouve que la data est intéressante à traiter.
Et du coup, je voulais terminer par ça. Alors, encore une fois, hein, pardon, j'aurais beaucoup aimé pouvoir échanger et interagir. J'avais prévu plein de trucs, même un tour de magie à vous faire si j'étais venu en physique. Mais le côté prédire ou influencer, je trouvais ça intéressant. Parce qu'encore une fois, je vous disais, mon but à moi dans une transfo agile, c'est pas d'utiliser les marchés prédictifs pour deviner le futur, quoique je trouve que ça peut être intéressant en termes de product management, par exemple, pour savoir si tel ou tel service va plaire. Mais c'est le côté prophétie autoréalisatrice. Parce que là, je vous ai montré une courbe qui augmentait et qui se cassait la figure. Mais j'ai déjà vu aussi sur certaines choses que je ne peux pas vraiment dévoiler là, mais finalement quelque chose où moi j'aurais mis ma main à couper que ça ne se serait pas passé. La plupart des collaborateurs auraient mis leur main à couper qu'une prédiction ne se serait pas avérée. Mais les marchés prédictifs, les actions se sont échangées et ça tirait à la hausse, ça tirait à la hausse, ça tirait à la hausse. Les gens suivent cette évolution-là. Et du coup, je ne sais pas si c'est pour avoir du profit ou autre, mais j'ai vu des gens changer leur comportement. Alors, en l'occurrence, les prédictions qui étaient proposées étaient des choses que moi je trouve vertueuses, dans mon jugement à moi, mais ont changé leur comportement pour encourager le fait, pour maximiser les chances que cette prédiction soit avérée, que ça se passe. Eux avaient un intérêt, c'est tout simplement parce qu'ils gagnaient cet argent virtuel pour s'acheter des jours de congé ou ce genre de choses. Et du coup, je me disais, c'est un truc. Alors, je ne vais pas juger d'éthique, je ne sais pas si c'est bizarre ou pas, mais quand on est concerné nous-mêmes par la prédiction qu'on fait, j'ai vu des comportements complètement se modifier pour maximiser les gains des personnes. Et donc, je disais, voilà, attention, quand on n'est pas considéré, genre, si je reprends l'exemple, moi, je ne peux pas influencer le cours du Bitcoin ou l'élection de Poutine qu'il y aura. Par contre, si jamais je suis dans une société où je suis à la fois trader et à la fois acteur du futur, je n'avais pas du tout anticipé ce biais-là quand on avait mis cet outil de marché prédictif en place, mais on voit des changements de comportement, encore une fois, dans le but de finalement toucher les prédictions. Et du coup, ça, je trouvais ça intéressant parce que sans juger du côté éthique, sans juger du côté. J'allais pas dire que c'est une manipulation parce que c'est les gens qui voient ça, mais je trouve que les marchés prédictifs sont un outil qui change radicalement le comportement des gens. Alors pour l'instant, c'est que sur des prédictions plutôt positives, mais je me demandais si jamais des gens s'amusent à vouloir faire des trucs plutôt négative ou autre, qu'est-ce qu'on ferait de ces prédictions? Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est complètement ouvert et j'en suis là de mon expérimentation qui a duré pour l'instant quelques mois. Mais voilà, c'est encore plein de questions philosophiques qui se posent. C'est fini. Je terminais là-dessus. Encore une fois, pardon si j'ai terminé tôt, je ne me suis pas rendu compte. Je ne me suis même pas rendu compte de l'intérêt que vous avez eu à suivre cette conférence. Dans le sens où vraiment j'avais prévu plein de trucs en physique et que j'ai dû tout revoir ma copie depuis la tempête, donc en une journée. J'espère que ça n'a pas été trop désagréable pour vous, mais voilà, je serais content que vous puissiez me dire par chat ce que vous en avez pensé, si c'est clair pour vous, les mécanismes des marchés prédictifs et comment est-ce qu'on peut essayer d'utiliser ces outils dans une transfo agile et ce petit retour d'expérience. Et encore une fois, je ne suis pas expert dans le domaine, mais maintenant de concret sur cet outil-là. Donc on a vraiment une plateforme, encore une fois, où chacun peut mettre des prédictions et où les gens peuvent s'acheter des actions de prédiction. Voilà, j'ai 5 mois d'expérience et je trouve ça très très intéressant. C'est tout. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, tu fais. Merci pour les pouces levés ou autres. Alain, tu me dis ce qu'on fait, hein. Je vois qu'il y a des questions, mais du coup, j'entends rien du tout. Il faudra me dire. Attendez, je vais arrêter le partage pour vous voir pour vous voir. Si. La dire très très fort. Attends. Est-ce que tu m'entends? De très loin, mais j'entends. Ok, d'accord. Je voulais savoir, du coup, pour que ce système de marché prédictif puisse être efficace, c'était quoi à peu près la taille d'échantillon minimum d'actions qu'il fallait entreprendre? En gros, est-ce que dans un groupe de 10, ça fonctionne quand même? Alors. Non, ouais. Est-ce que dans un groupe de... Ah, donc je vais répéter. Est-ce que dans un groupe de 10, enfin, quelle est la taille minimum pour que ça soit avéré? Nous, donc dans ce groupe du médical, je te parle de mon expérience. Je ne te parle pas de la théorie. Tu pourras aller gratter sur Internet, tu verras plein de choses qui sont dites. Mais nous, les prédictions sont vraiment fiables à partir de 200 personnes qui s'échangent des actions. Et attention, qui s'échangent des actions, je le répète aussi, c'est... sur une prédiction, tu peux dire j'achète 200, 300, 500 actions, tu tapes, etc. Ou
à l'inverse, tu peux dire, j'en ai qu'une. Enfin, donc je parle pas en nombre d'actions, mais je parle en nombre de personnes qui participent. Nous, il y a vraiment ce cap de 200 personnes qui s'intéressent pour que ça soit fiable. Si c'est que 3, 10, 50, en tout cas, dans notre expérience à nous, c'était pas très très fiable. Merci. Je t'en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, je continue, allez. J'ai une autre question. Alors, j'ai pas tout compris sur le système de calibrage des marchés. C'est allé assez vite, mais au pire, je pourrais me renseigner après. Je voulais savoir si on arrive à identifier que le calibrage n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce système-là? Alors, juste sur les marchés prédits. Alors, c'est difficile. En fait, le calibrage te permet de voir si ton marché prédictif est bon ou pas. Nous, comme on est en interne, on ne peut pas changer le marché. Tu pourrais, si tu étais dans la vraie vie, dire je sais pas, on va essayer de ramener d'autres acteurs, peut-être l'ouvrir à d'autres pays, etc. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, un marché prédictif est mieux calibré. Donc, encore une fois, le calibré, c'est que si tu dis qu'un fait a une probabilité de 30% de se produire, il faut qu'il se produise réellement 30% du temps. S'il se produit 100% du temps alors que ton marché dit qu'il doit se produire 30% du temps, c'est là où c'est mal calibré. Et du coup, les marchés prédictifs sont généralement systématiquement même mieux calibrés que les sondages, que des groupes d'individus censés être experts, etc. Vraiment, cette mécanique de trading fait que les marchés sont bien calibrés. Je nuance quand même sur le côté, parce que c'est ça qui est à la fois terrifiant et à la fois passionnant. Encore une fois, je vous ai dit, il y a des centaines de millions d'euros qui sont dépensés par des grands groupes, et moi, j'avais même pas idée de ça pour prévoir l'avenir. Je trouve ça bizarre de le dire comme ça, parce que bien sûr, je suis agiliste aussi, je dis bien sûr qu'on ne peut pas le faire, quoi, au fond de moi. Mais bon, les gens essaient de le faire. Et du coup, on parlait du côté biaisé. Et c'est ce que je disais à la fin, c'est grosso modo, tu l'as avec les flèches, tu sais, si tu as ça, si jamais tu influences des tireurs et qui tirent toujours à gauche, je sais pas, parce que tu leur bandes un œil ou autre, ça ne va pas marcher. Donc il faut que les tirages soient indépendants, il faut que les gens soient pas influencés par d'autres facteurs que le marché prédictif lui-même pour que ça marche. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. J'ai un élément de ma réponse. Ouais, ça marche. J'étais dans le chat. Hein. Merci pour la présentation. Moi, je trouve ça très intéressant et je suis très joueur, donc je me projette un petit peu à mettre ça en place. La plateforme, est-ce que c'est quelque chose d'interne? Est-ce qu'il y a des choses, des outils utilisables? Alors, il faudra que je retrouve le nom si ça t'intéresse. Nous, c'est un développement spécifique, mais qui a été fait sur un truc open sourcé, justement, une application open source qui était faite pour la bourse. C'était open source et du coup ça a été déformé, mais j'allais dire une grosse partie du code avait déjà été produite et ça a été récupéré par la société dont je veux taire le nom, où il y a cette expérience qui est faite. Mais je pourrais te trouver le nom de ce logiciel open source si jamais tu veux essayer de mettre ça en place. Je crois que c'est pas trop compliqué à trouver sur le net. Ça marche, merci. Je t'en prie. Mais par contre, il y a eu quand même eu toute une équipe pour peaufiner l'outil. Après, une fois qu'il a été fait, c'est un truc pour de l'interne et puis qui fonctionne et qu'on fait pas trop évoluer. Mais par contre, il est beaucoup utilisé, encore une fois, dans le sens où des gens peuvent en tirer un petit bénéfice, quoi. Je sais pas s'il y a d'autres questions, dites-moi. Écoute, non, je crois que c'était la dernière question. Merci à toi. Merci à vous. J'espère que ça vous a un peu plu. Et puis à bientôt, du coup.